Alors ça, c'est peut-être une des réflexions les plus courantes que je reçois au cabinet. Parce que j'en reçois un des hyperfonctionnants qui s'ignorent en tant qu'hyperfonctionnant, qui est mais moi je me sens normale, je me sens pas particulier, spécial, surdoué, je suis juste normale. Bah oui. Si on vous mettait dans une pièce avec 100% de surdoués ou 100% d'hyperfonctionnants, bah vous vous sentiriez tout à fait normal, à l'aise dans votre élément en fait. Dire que si vous vous reconnaissez dans la liste des particularités propres aux hyperfonctionnants ou à ce que certaines personnes appellent les surdoués, bah ça vous paraît d'une banalité sans nom. Être dans sa tête du matin au soir, ben oui, comment est-ce qu'il peut en être autrement? Avoir la pensée qui rebondit sur plusieurs choses, qui anticipe, bah oui, comment c'est possible autrement? Quand quelqu'un me parle, je reste sur la colline de l'autre et puis je m'intéresse à ce qu'il dit, bah oui, c'est normal. Je suis hypersensible au son, quand je suis comme ça en discothèque et que quelqu'un me parle, j'ai du mal à l'entendre, bah oui, c'est normal. Ben c'est normal pour un hyper fonctionnant en fait. 100% quasi des hyperfonctionnants ont ces particularités-là, donc oui, pour un hyperfonctionnant, vous êtes tout ce qu'il y a de plus banal en fait. C'est par rapport aux autres en fait que la différence se ressent. Vos particularités, c'est par rapport à celles des autres qu'elles apparaissent comme des particularités. Je pense qu'on ne sait pas qu'on est grand si on n'a jamais fréquenté de gens plus petits que nous. Par exemple, si on est dans une famille où on fait tous 1,95 m de naissance, dans une ville où tout le monde fait 1,95 m de naissance, bah on se sent normal. Si un jour on rencontre quelqu'un qui ne mesure qu'1,65 m, bah oui, il va nous paraître petit. Et ça paraît peut-être un peu con que je dise les choses comme ça, mais le problème d'un hyper fonctionnant, généralement, qui souffre en tout cas, c'est qu'il ne sait pas qu'il est hyper. Donc il va plutôt se comparer aux autres en se sentant lui plus petit que les autres, ou en décalage, avec moins d'humour, moi on m'écoute moins, je sais pas, quand je fais des blagues, personne rigole, moi quand je parle, on me coupe la parole et on parle systématiquement de soi, etc., etc. Bah ouais, donc vous, vous êtes normal par rapport à un hyperfonctionnant, c'est par rapport aux normaux fonctionnants que ça fait la différence. Vous ne fonctionnez pas de la même manière, pour des raisons, une fois encore, physiologiques, liées à des questions de cerveau et de façon dont le cerveau fonctionne, dont les neurones se connectent, en quelle quantité, en quelle vitesse, et ça prend quel circuit dans le cerveau. Donc vous n'y êtes pour rien, elles n'y sont pour rien. Deux modes de fonctionnement différents. Point. Donc oui, pour un hyper fonctionnant, vous êtes probablement tout ce qu'il y a de plus banal. Vous n'aimez pas être catalogué. Personne n'aime ça. L'idée, c'est pas de vous mettre dans un catalogue en vous collant une étiquette définitive qui impliquerait des devoirs et des nécessités, pas du tout. C'est plutôt de mettre un mot sur des particularités qui nous permettent d'en parler. Je suis contre le Nutella, mais c'est quand même un bon exemple. Du Nutella, il est composé d'huile, de sucre, de noisettes et puis j'imagine de plein d'additifs, pardon si c'est pas le cas. Mais qu'on colle une étiquette Nutella ou pas dessus, c'est du Nutella. D'ailleurs, quand vous achetez à vos enfants quelque chose qui n'est pas du Nutella, et peut-être que c'est même très très bon au goût, ils vont vous dire c'est pas du Nutella. Et bien pour moi, le terme surdoué, c'est pas une façon de cataloguer les gens, c'est juste une façon de nommer certains types de particularités ou de nommer les personnes qui se reconnaissent dans un certain type de comportement, qui se comportent d'une certaine manière, qui ont un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière pour des raisons pratico-pratiques. Point. Donc oui, catalogue, pas catalogue, c'est juste pratique. Est-ce que vous vous sentez catalogué quand on dit de vous que vous êtes un homme ou que vous êtes une femme? Bah vous êtes juste un être humain. Peut-être que vous vous sentez très masculine en étant femme, très féminin ou féminine, je sais pas comment dire, en étant homme. On a tous une part de féminin, de masculin en soi, et c'est quand même assez cataloguant de dire je suis une femme, comme si on était juste une femme. Oui, mes attributs sexuels, j'ai une poitrine, j'ai un sexe de femme, font de moi une femme. Vous avez un sexe d'homme, ça fait de vous un homme.
Mais être un homme, c'est tellement autre chose que d'avoir une bite entre les jambes, pardon pour la grossièreté. Être une femme, c'est tellement autre chose que d'avoir une paire de seins et un vagin. Pardon, j'oublie le clitoris, etc. On s'en fout. C'est ok, appelons ça comme ça entre nous, il n'y a pas besoin de le clamer comme ça haut et fort auprès de tout le monde, c'est juste pratique. Donc le Nutella, vous avez beau dire que ça s'appelle pas du Nutella, qu'il aime pas être catalogué, s'il a les ingrédients du Nutella, appelons ça du Nutella, c'est plus simple. Le terme surdoué, il est pourri. Pardon, hein, mais il est pourri. Surdoué, ça voudrait déjà dire être doué, être surdoué encore plus que doué, être sur les autres, je crois que ça correspond à tout ce qui ne convient pas à un surdoué. C'est pour ça que j'appelle moi plutôt les hyper fonctionnants. Ils fonctionnent, enfin leur cerveau fonctionne avec des hyper capacités, même infimes parfois pour certaines personnes, c'est-à-dire infiniment plus que les autres, et non pas infiniment. Donc oui, pourquoi on n'aime pas ça? C'est que doué, faut déjà se sentir doué. Une personne surdouée, elle se sent pas douée, elle se sent normale, elle est née comme ça, c'est son quotidien, son cerveau et la façon dont il fonctionne, il n'y a rien de plus banal pour cette personne-là, et c'est normal. Surdoué, les personnes surdouées, les hyperfonctionnants, ont tellement conscience de tout ce qu'ils ne savent pas, qu'ils aimeraient savoir, qu'ils devraient savoir, être, faire, pour se sentir eux doués, que se sentir sur quelque chose, enfin, c'est juste impossible, surdoué. Ils se sentent beaucoup trop nuls par rapport à ce qu'ils estiment eux être du don ou du surdon, que c'est juste pas envisageable. Et puis surtout le côté je suis sur quelque chose qui sous-entendrait, tel que certains l'imaginent, que les autres sont sous quelque chose, c'est pas possible. Ils sont hyper humbles. Si vous êtes hyper fonctionnant, une de vos particularités, c'est l'humilité. C'est très très rare de voir un hyper fonctionnant qui se la pète. Pour la même raison évoquée il y a 1 minute, qui est qu'ils ont tellement conscience de tout ce qu'ils savent pas, qui est énorme par rapport à ce qu'ils savent, parce que c'est exponentiel. Plus vous en savez, plus vous avez conscience de ce que vous ignorez. Et si vous prenez conscience de ce que vous ignorez et dont vous avez conscience que vous ignorez, vous en savez encore plus sur tout ce que vous ne savez pas. Et c'est pas le savoir qui est exponentiel, c'est le non-savoir qui est exponentiel. Plus vous en savez, plus vous avez conscience que vous ne savez rien. Ou très peu par rapport à ce que vous voudriez. Donc se sentir surdoué sur quelque chose quand on a cette humilité-là de rien savoir, c'est juste pas compatible avec ce terme surdoué. Il est pourri ce terme, il est vraiment pourri. C'est pour ça que des personnes comme Jeanne Fachin utilisent le terme zèbre, vous ferez vos propres recherches, et c'est pour ça que je choisis moi d'utiliser le terme soit alter fonctionnant, mais il est un peu chaotique parce que les autres, par rapport à vous, sont alter fonctionnants, vous, par rapport à eux, vous êtes alter fonctionnant, donc sachant qu'on est tous l'alter fonctionnant de quelqu'un, j'ai choisi d'appeler ça les hyper fonctionnants. Donc ça n'est pas vous que j'appelle hyper fonctionnant, ce sont l'ensemble des particularités que vous avez dans vos comportements, dans vos façons de réfléchir, dans vos façons de percevoir avec vos 5 sens, dans votre façon d'anticiper les choses, bref, toutes les particularités que vous présentez, que je classifie moi dans la catégorie hyper fonctionnant pour des raisons pratico-pratiques. Qui vous êtes, personne ne peut le définir, vous êtes tellement au-delà d'un terme. Les tests de QI ne sont pas faits pour valider ou invalider l'hypothèse du surdon. Non, non, non. Faut arrêter avec ça. Pour moi, ça peut donner un petit coup de pouce, ça peut donner quelques repères, mais ça n'est pas ce qui permet de valider ou d'invalider. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un long entretien oral, une longue discussion avec les thérapeutes quand ils font les choses bien avant de faire pratiquer les tests. Parce que c'est pas fait pour valider, tout simplement.
Les tests de QI, ils sont faits, que vous soyez hyper fonctionnant ou pas, que vous soyez surdoué ou non, ils sont faits pour mesurer où sont à vous vos domaines de force. Qu'est-ce que votre cerveau vous permet de faire le plus facilement? Est-ce que vous avez une intelligence spatiale ou non? Est-ce que vous avez une intelligence mathématique ou non? Est-ce que vous avez une intelligence littéraire ou non? Etc. 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 Alors déjà, est-ce que vous n'êtes doué en rien ou est-ce que vous ne vous sentez doué en rien? Ça c'est autre chose. Mais je vous rappelle que c'est pas vous qui êtes surdoué, c'est votre cerveau. Votre cerveau qui, comme 100% de la population, vous permet de penser, réfléchir, analyser, anticiper, raisonner. Votre cerveau qui permet de capter ce que vos sens captent, de l'intégrer, d'en prendre conscience. Votre cerveau qui permet toujours au niveau de la conscience, de prendre conscience des émotions que vous ressentez, de ce que vous éprouvez, qui vous permet de recevoir l'information sur vos émotions. Donc, comme 100% de la population, votre cerveau fonctionne et vous permet d'avoir ces trois capacités-là, oui, on peut mettre de côté les gens qui ont des problèmes cérébraux, etc. Oui, d'accord, je mets ça de côté. C'est une façon de parler, vous l'aurez compris. Pardon pour ceux qui ont besoin que ce soit pile-pile. Je suis pas quelqu'un de pile-pile. Mais votre cerveau à vous, si vous vous reconnaissez dans les particularités des hyperfonctionnants ou de l'hyperfonctionnement, va faire que il va un peu sur-réfléchir, anticiper, analyser, sur-percevoir avec les 5 sens ou sur-éprouver des émotions. Voilà, tout simplement. Donc, je ne suis douée en rien, vous peut-être pas, votre cerveau oui. Et c'est comme tout, des capacités de douance, quelles qu'elles soient, il est possible de ne rien en faire. Imaginons que vous soyez hyper doué en dessin, mais que la vie ne vous a jamais mis face à une feuille de papier, un stylo ou de quoi peindre. Vous auriez des difficultés à le savoir, à le repérer. Donc peut-être que vous êtes doué dans des tas de choses sans le savoir. Ce qui arrive aussi très souvent, c'est que la personne va être douée pour quelque chose, notamment la compréhension de l'autre, douée d'écoute, douée d'empathie, à vraiment repérer quand l'autre bascule de je vais bien à pas bien, être capable vraiment presque de sentir ou de savoir en télépathie ou autre comment se sent l'autre, même s'il peut y avoir un peu de projection dedans, mais cette capacité à percevoir, à capter l'autre dans plein d'aspects de lui-même, c'est un don. Mais ce don-là, chez les hyper-fonctionnants qui s'ignorent, peut très bien passer pour un gros boulet en fait. Donc il y a plein de dons que vous avez peut-être, que vous voyez comme des gros handicaps. Je peux vous donner une expérience personnelle. Comment dire, je peux avoir plein d'exemples, mais le premier qui me vient, c'est un exemple de moi, mon nombril, ma planète intérieure et ma vie perso. Donc c'est celui que je donne. Petite, je me sentais hyper maladroite, mais dès que j'ouvrais la bouche, l'autre tirait une gueule, mais pouf, jusqu'à, comment on dit l'expression, 10 pieds sous terre, je le voyais changer, se fermer, s'énerver, se vexer, et jusqu'à il y a encore 1 an ou 2, j'étais persuadée d'être super maladroite et de toujours ouvrir ma gueule pour dire ce qui vexe l'autre, quoi. Mais ce que j'ai compris en pratiquant l'hypnose petit à petit sur moi-même et puis avec les autres, c'est qu'en fait, je suis pas maladroite. C'est que je capte de l'autre des tas d'informations qui le concernent et je comprends de lui, je tire des... Enfin, il y a des évidences qui apparaissent quand j'additionne tout ce qu'il m'a déjà dit, qui font que, oui, ça paraît une évidence que c'est ça son problème, ou qu'en tout cas c'est ça sur lequel il a à travailler et que tout le reste c'est des histoires qui se racontent. Mais parce qu'en tant qu'hyper-fonctionnante, je retiens de la personne qui vient au cabinet tout ce qu'elle m'a dit de la première seconde où je l'ai vue jusqu'à la dernière, même hors cadre de la séance, au moment où elle règle sa séance ou autre. Je retiens aussi tout ce qu'elle m'a dit au téléphone. J'ai noté la façon dont elle m'a dit les choses, les petits trémolos dans la voix quand elle me parlait de certains sujets qui me font dire « Ah oui, là, il y a de l'émotion, donc c'est que ça touche quelque chose ». J'ai observé tout son comportement non verbal.
où elle regarde quand elle parle d'un souvenir réel, quand elle parle d'un souvenir inventé, où elle regarde quand d'un seul coup elle parle de quelque chose de ressenti. Est-ce qu'elle est plutôt visuelle, auditive, kinesthésique, et donc quand si elle est vraiment à parler souvent de sensations quand ça la touche et en parler en termes d'image quand ça la touche moins, ben je sais moi additionner tout ce qu'elle m'a dit, les trier, les ranger, les classer, pour que ouais, à la fin, ça paraisse une évidence qu'elle a travaillé sur ça. Donc ce qui se passait quand j'étais petite, c'est que je maîtrisais pas ce truc-là du tout, du tout. Ça m'échappait complètement. Et quand j'allais dire à la personne « Ah bah oui, mais toi, c'est parce que t'es comme ça », elle se le prenait comme une claque dans la gueule parce que sa conscience ne lui permettait pas de le voir, son mental n'a pas eu le temps de faire barrage, barrage à ce que je disais, elle se l'est pris pouf comme ça, comme une info. Bon, après, ils sont toujours libres de se refermer, mais j'étais pas maladroite en fait, j'étais pas maladroite dans ce que je disais, ça c'était très très adroit et très juste, j'étais maladroite dans la façon dont je le disais. Et ça, je voyais ça comme un gros handicap. Il y a eu pendant longtemps comme ça plein de moments où j'ai pas osé ouvrir ma bouche parce que je savais que l'autre se vexerait, se braquerait ou se barrerait de ma vie. Et puis moi, j'avais pas envie que les gens se barrent. Peut-être que cette expérience vous parlera ou pas. Mais dites-vous que peut-être qu'il y a des compétences que vous allez découvrir chez vous en assumant le fait que peut-être vous correspondez plutôt à 20% de la population dans votre fonctionnement, de par votre fonctionnement, par rapport aux 80% qui fonctionnent différemment de vous, et que vous verrez que ces particularités-là peuvent devenir des forces pour vous et qu'elles vont pouvoir être utiles à d'autres. Dans le milieu de l'accompagnement personnel, mais dans bien d'autres milieux aussi, hein. Le nombre de surdoués, d'hyperfonctionnants qui se mettent à devenir vraiment une richesse dans l'entreprise en assumant ses particularités et tout ce qu'il est capable de faire. Un hyperfonctionnant est très souvent capable de repérer ce qui dans une entreprise dysfonctionne et fait foirer le chiffre d'affaires. Ça pour une entreprise c'est génial. Donc prenez le temps de bien capter comment fonctionnent les hyperfonctionnants, prenez le temps de capter comment fonctionnent les normaux fonctionnants, voyez ce qui fait partie de vos forces à vous, et puis avancez. Il y a un bouquin qui est génial là-dessus, qui s'appelle Power Patate, d'une dame qui s'appelle Servan-Schreiber, alors pardon, je ne me rappelle plus de son prénom, qui explique en fait que la plupart des gens perdent un temps phénoménal quand ils ont un projet pour acquérir des compétences qui ne sont pas les leurs naturellement, au lieu de mener un projet avec les 5 compétences qui sont les leurs déjà. Et elle conseille, mais je vous conseille de lire le bouquin, de repérer quelles sont les 5 choses que vous savez déjà faire et de voir comment est-ce que vous pouvez mener à bien votre projet avec ces 5 ressources-là. Et si vous avez une capacité de travail de 10 minutes par jour, voyez comment vous pouvez faire avec 10 minutes par jour pour mener à bien votre projet. Je ne vous en dis pas plus, j'en reste là pour ce chapitre. Quand on me dit « je ne me sens pas surdouée », mon premier réflexe est de dire « ah bon, pourquoi un surdoué, ça se sent comment ?» Et la première réponse qui vient la plupart du temps, c'est je sais pas, un surdoué, c'est sûr de lui, il a confiance en ses savoirs, il s'affirme, ça va être plutôt le genre de personne comme ça, à parler en public, ouvertement, à être plutôt fier, plutôt que caché et en doute permanent sur lui. Donc, si c'est ça votre idée du surdoué, ces particularités, oui, il y a peu de chances que ça vous ressemble, mais parce que ça ne concerne pas les surdoués en fait. Un surdoué peut se sentir en confiance par rapport à ses capacités, oui, mais il ne va pas les étaler. Est-ce qu'il ne va pas avoir des doutes sur ses compétences? C'est pas qu'il a des doutes, c'est que même s'il peut avoir conscience de ses capacités, il a aussi tellement conscience de ce qu'il ne sait pas qu'il va pas se la péter avec ça, quoi. Alors, pour moi, il y a vraiment, au niveau scolaire, 2 catégories d'hyperfonctionnants. Les hyperfonctionnants pour qui c'est vraiment simple à l'école et les hyperfonctionnants pour qui c'est super compliqué à l'école. Ça tient souvent, selon moi, et ça n'engage que moi, à 2 choses, capacité de concentration et capacité de mémorisation.
Un hyperfonctionnant qui va être capable d'être concentré sur ce que le prof lui dit et capable de s'immerger complètement dans ce qui est raconté, par exemple en cours d'histoire, que la personne réussit à s'imaginer comment c'était, à s'imaginer les sons, ce qui était vu à cette période pendant une guerre, ce qui était ressenti. Il va mémoriser assez facilement ce qui est raconté et ça va être facile pour lui d'apprendre et de ressortir les choses qu'on lui a apprises. Maintenant, un surdoué, un hyperfonctionnant qui va être tellement déconcentré par les bruits environnants. Genre, je sais pas, il y a un jardinier dans la cour de l'école, paf, son attention va être portée sur le jardinier. Tiens, c'est bizarre, il est habillé comme ça. Ah tiens, c'est marrant le bruit que ça fait. Et qui va avoir une pensée qui rebondit tellement, tellement, tellement que bah, ça fait déjà un quart d'heure qu'il est plus attentif à ce que le prof raconte. Pour peu qu'il ait du mal à s'imprégner de ce qui est raconté, à comprendre les choses, ça peut vraiment devenir très très compliqué. Moi, un truc tout bête, hein, je me suis sentie con le jour où j'ai découvert que les poèmes qu'on me faisait apprendre par cœur en CP racontaient quelque chose. Pour ma part, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à comprendre les phrases quand elles sont scindées. Par exemple, dans des chansons, quand on me faisait traduire des chansons en anglais, la chanson qui s'arrête en plein milieu de la phrase et qui continue et qui laisse passer quelques secondes de musique avant de continuer la phrase, moi dans mon cerveau c'était scindé. Donc lire les poèmes tels qu'on me les faisait apprendre, la biche brame au clair de lune et c'est là son je sais plus quoi, moi ça me parle pas. C'est plusieurs années après, quand j'ai redécouvert les poèmes, que je me suis dit mais ça raconte un truc. En plus, je me suis rendu compte que c'était hyper triste. Je vois pas pourquoi on fait apprendre des trucs aussi tristes aux enfants. Il y a bien des poètes qui écrivent des choses joyeuses, j'imagine. Merde. Je ferme cette parenthèse. Donc il y a plein de raisons qui font que plus la personne va avoir de particularités d'hyper, plus elle va être hyper ou avoir des particularités d'hyper. J'essaye d'être vigilante dans ma façon de dire les choses, mais bon, allons-y simplement. Donc plus vous êtes hyper, plus ça peut être compliqué la scolarité. Beaucoup d'hyperfonctionnants vont avoir du mal, par exemple, à appliquer bêtement quelque chose qu'on leur a dit de faire. Je sais pas moi, une formule à appliquer tout simplement, sans qu'ils en comprennent le sens, à quoi ça sert, en quoi ça va leur être utile donc de savoir faire ça, une fois que ça aura fait ça, ça aura prouvé quoi, et les démonstrations de géométrie en sont mais un exemple criant. Allez demander à un hyperfonctionnant de prouver qu'une barre est tangente au cercle, qu'une droite, pardon, est tangente au cercle. Bah, s'il faut que je prouve que la droite est tangente au cercle, alors que ça se voit, pourquoi est-ce que je prouve pas aussi que le cercle est un cercle, que le centre que je suis censée utiliser pour prouver que la barre est tangente, puisque c'est parce qu'à partir du moment où on trace une droite du centre vers le milieu de la droite, c'est perpendiculaire ou un truc comme ça de mémoire, bah le centre aussi, ça se voit. Donc si on présuppose que le cercle est un cercle, que le centre du cercle est bien au centre, sans avoir à le prouver, pourquoi est-ce que je chercherais à prouver que la droite est tangente au cercle si ça se voit? Et si on nous a pas expliqué que par exemple un architecte qui voudrait faire tenir comme ça sur une boule une barre qui a besoin de mesurer quelle inclinaison doit avoir cette barre ou de vérifier qu'elle est bien, qu'elle va bien tenir, enfin j'en sais rien, une raison pratico-pratique de prouver ça, bah là la personne elle peut comprendre, tout simplement. Que si la boule a un centre qui a déjà été mesuré, on le sait, ben comment est-ce qu'on calcule une droite qui est tangente à un cercle? Et là, ça devient pertinent, logique et clair pour un surdoué, pour un hyperfonctionnant. Sinon, donc ça va donner, je vais être hyper douée pour certains trucs et pour d'autres pas du tout. Moi, quand on me demandait de faire des dissertations en philo, moi, si le sujet m'inspirait pas et qu'il fallait juste que je dise bêtement et simplement qui avait dit quoi là-dessus, d'accord, je veux bien, mais si j'avais pas de réflexion personnelle, je pouvais pas aller me dire ok, moi ma réflexion c'est plutôt ça, donc il faut que j'aille chercher une référence qui va appuyer, étayer ma réflexion. Ah oui, il y a plutôt lui qui a dit ça, donc je l'utilise. Ce que j'avais pas compris, c'était pas ça qu'on attendait de moi. On attendait de moi
que je recueille dans ma tête comme une synthèse tout ce que je sais sur le sujet, que je trie mes pensées dans un certain ordre, et que je prétexte de penser plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça, juste pour aller glisser plein de connaissances, parce que c'est ça qu'on attendait de moi, finalement. Sauf si j'étais lue par un hyper fonctionnant qui s'en fout un peu des références, mais qui va accorder plus d'attention sur la réflexion personnelle. Ouais, admettons. Par contre, j'étais hyper bonne en synthèse de texte. Quand il fallait prendre 6 textes, voir quel était le point commun entre chaque, quelles étaient les oppositions entre chaque, faire un plan pour pouvoir structurer tout ça, j'étais hyper douée là-dedans. Mais il y a des hyper fonctionnants qui vont avoir tellement d'idées qu'ils n'arrivent même plus à les synthétiser parce qu'ils vont avoir une telle exigence de plan qui permet vraiment de tout bien réunir qu'ils se perdent dans leurs pensées. Donc être doué ou pas à l'école, ça change pas grand chose en fait à si vous êtes ou pas hyper fonctionnant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tellement la facilité ou les difficultés à l'école qui vont vous dire si vous l'êtes ou pas. Ce que les personnes que j'accompagne refusent, c'est plutôt les conséquences de ça. C'est « mais moi je me vois pas dire aux autres que je suis surdouée ». Ben ne le dites pas, pourquoi vous voulez le dire? Apprenons à dire ça autrement, apprenons à se présenter autrement. Moi je veux pas être différent des autres. Bah, ce dont vous ne voulez pas, c'est être différent des autres, ou c'est ne pas être en lien avec les autres à cause de cette différence. Est-ce que ça vous va d'être différent si ça vous permet d'être en lien avec 100% de la population? Souvent la réponse est oui. Est-ce que ce qui vous fait flipper à l'idée d'assumer d'être hyper fonctionnant, c'est vraiment de l'être? Ou c'est ce que vous projetez comme bon ben voilà, si je le suis, il va falloir que j'assume, il va falloir que je devienne bon dans plein de domaines? Ben non. Rien n'est obligé. De toute façon, que vous l'assumiez ou pas, ce mot-là, surdoué, hyper fonctionnant ou autre d'ailleurs, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, zèbre, haut potentiel cérébral, haut potentiel intellectuel, bleu, orange, rouge, appelez ça comme vous voulez. Ce qui est important là-dedans, c'est pas d'assumer le terme, c'est de repérer comment vous fonctionnez vous, plus ou moins comme 20% de la population, comment fonctionnent les autres et comment vous pouvez faire avec cette différence tout en étant pleinement vous-même. C'est ça qui est chouette. Qu'on s'appelle Pierre, Paul, Jacques, surdoué, homme, femme, zèbre, haut potentiel, bleu, jaune, rouge. On s'en fout un peu, hein. Les hyper fonctionnants qui rêvent d'être normaux fonctionnants, et donc qui rêvent de ne pas être surdoués du tout, ils vont avoir tendance à aller chercher dans la liste des particularités qui sont assez communes pour des hyper, le petit truc qui leur ressemble pas. Bon, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête parce que souvent au cabinet je leur fais regarder des vidéos sur les hyper fonctionnants, pas forcément les miennes parce que je les ai pas toujours créées, c'est-à-dire qu'il y a eu une période où elles n'existaient pas mes vidéos, puis je leur en montre encore d'autres aujourd'hui d'ailleurs. Avoir plusieurs points de vue me semble vraiment intéressant et enrichissant. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai pas vraiment d'exemple? Parce que souvent quand ils pointent le truc qui leur ressemble pas, c'est parce qu'ils l'ont interprété à leur manière, et qu'en fait, quand on les questionne, mais en fait si, ça correspond à cette particularité-là. Du genre, ah non, non, mais moi je suis pas toujours en train de penser, hein. Des fois quand je suis au boulot, je pense vraiment au travail, à ce que je dois faire, à ce que je dois faire demain. Ben, vous n'êtes pas en train de penser quand vous faites ça? Si, si, mais je veux dire, je pense pas à mes problèmes. Ah, donc quand vous entendez je suis dans ma tête en permanence, vous entendez je pense à mes problèmes en permanence, et donc comme vous ne pensez pas à vos problèmes en permanence, vous vous dites bah j'appartiens pas à cette catégorie-là. Or les hyperfonctionnants c'est pas ça, pour juste reprendre cet exemple, c'est bah, ma tête a jamais de vide quoi, je ne pense jamais à rien, il y a toujours au moins une chanson, un truc, un souvenir auquel je pense, quelque chose que je me dis, ou à la limite, le seul moment où un hyperfonctionnant peut avoir l'impression de ne pas penser, c'est quand il va être vraiment focalisé sur quelque chose qu'il entend. Par exemple, des séries un peu abrutissantes. Sauf qu'il est quand même en train de se dire « Ah ah ah, il est nul, ah elle est bien celle-là, ah c'est marrant cette façon de dire les choses, oh, j'aime trop sa robe ». Et il est rarement vraiment complètement passif et complètement absorbé par le film, c'est très rare. Ou alors, si c'est possible, c'est la raison pour laquelle il regarde des séries. Parce que enfin ça coupe le mental. Beaucoup d'hyperfonctionnants vont ressentir le besoin de fumer quelques petites substances illicites le soir
justement parce que ça coupe les pensées ou que ça les réoriente agréablement. Enfin, tout ça pour vous dire que la plupart du temps, quand une personne va dire non, non, mais là je me reconnais pas du tout, c'est qu'elle a interprété qu'en général elle est quand même dedans. Je précise que moi, j'ai aucun intérêt à ce que la personne soit hyper fonctionnante plutôt que normo-fonctionnante. Je reçois les deux au cabinet. Alors ça, le coup du « mais si je le suis, alors j'ai gâché ma vie », ça apparaît plutôt chez des personnes qui le découvrent après la quarantaine. Ce sont des personnes qui vont avoir souvent l'impression qu'elles ont gâché leur potentiel, qu'elles auraient pu faire tellement d'autres choses si elles l'avaient su avant, qu'elles auraient pu entretenir des relations tellement différentes si elles avaient su comment elles fonctionnaient, mais surtout comment les autres fonctionnaient avec ça. Ça revient souvent. Je savais pas comment fonctionnaient les autres, j'avais pas repéré que j'avais des capacités particulières. Si je l'avais su, mon Dieu, mais ma vie aurait été tellement, tellement, tellement différente. Ouais, c'est clair. Disons-le clairement, hein, ne nous voilons pas la face. Si dès la naissance vous aviez été entouré d'hyperfonctionnants, votre vie à vous aurait été plus simple si vous l'êtes. Oui, si à défaut d'être entouré d'hyperfonctionnants, on avait valorisé votre potentiel, on vous avait expliqué comment ça fonctionne, oui, votre vie aurait été plus facile. Si on vous avait surtout expliqué comment fonctionnent les autres, comment les aborder, comment recevoir tout ce qu'ils vous disent, comment eux fonctionnent dans leur tête, quelles sont leurs intentions, oui, il y aurait eu moins de blessures, il y aurait eu moins d'affect, il y aurait eu moins de vexation, il y aurait eu moins d'humiliation ou d'impression d'être humilié, il y aurait eu plus de confiance en vous. Oui, 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 oui. Oui, votre vie aurait été mieux si vous l'aviez su avant et si on vous avait expliqué et si on vous avait laissé libre d'être et de vivre ces particularités-là. Mais maintenant que vous le savez, est-ce que le restant de votre vie, vous voulez continuer à pas utiliser les cartes qui sont les vôtres? Ou est-ce que si vous avez des chouettes cartes, vous voulez les utiliser? Et ça, en séance, ça peut se travailler, hein. Regarder toute son histoire sous l'angle de l'hyperfonctionnement, digérer ce qui n'a pas été top du fait de ne pas le savoir, dépasser son dégoût de ce que ça a été, son écœurement que ça n'a pas été autrement, faire le deuil de ce que ça aurait pu être. Ça, c'est quelque chose qui se travaille très très facilement en séance.